Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présentes et présents avec nous aujourd'hui, que ce soit sur place ou en ligne. Avant de donner la parole à Sabine pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, je voulais faire une petite présentation de la base, donc le lieu qui nous accueille aujourd'hui. Donc la base, c'est un lieu où on se rassemble, c'est un lieu d'engagement pour contre le dérèglement climatique et pour la justice sociale. C'est un lieu qui a été ouvert en mars 2019 avec cette volonté de rassembler différentes structures qui se battent pour la justice sociale et contre le dérèglement climatique. Et c'est un lieu aussi qui rassemble grâce à son bar dans lequel on est présent aujourd'hui. Donc c'est un bar qui est ouvert toute l'année et tous les jours et qui permet à tout à chacun de venir, de boire un verre et de se renseigner et de rencontrer aussi les acteurs du changement. Donc voilà, merci à toutes et à tous d'être venus et je donne la parole à Sabine. Bonjour, merci d'être là en ligne ou en présentiel, c'est sympa pour nous. Donc cette conférence débat a été organisée par Non-Violence 21, qui est une association fondée en 2001 par des membres du MAN, le Mouvement pour une alternative non violente, et qui a pour objectif de récolter des fonds pour la non-violence. Donc c'est un recueil de fonds et de legs. Elle intervient dans 4 domaines d'intervention: l'éducation, l'intervention civile de paix, donc qui envoie des volontaires sur des lieux de conflit à l'étranger notamment, l'action de non-violence et puis la promotion d'une culture de paix et de non-violence. C'est un peu à ce titre-là qu'on est là aujourd'hui. Non-Violence 21 organise également des télécauseries que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Non-Violence 21. Deuxième acteur de cette organisation, c'est la revue Alternative non violente, qui est un trimestriel qui existe depuis 1973, une nouvelle formule depuis quelques années. Chaque trimestre, un nouveau dossier. Et puis, vous avez remarqué que cet été, il y a eu toute une effervescence autour du pass vaccinal, de la vaccination, et ça des débats un peu passionnés ou passionnels, avec des informations souvent très contradictoires, et puis des gens qui se parlaient beaucoup avant et qui ont eu du mal à se parler, avec des informations qui nous arrivent de partout, qui donnent lieu à des prises de bec quelquefois. Donc Alternative non violente a décidé de travailler un petit peu sur le sujet de l'information, comment elle nous arrive, comment on la reçoit, qu'est-ce qu'on en fait. Et puis pour resserrer un petit peu le débat aujourd'hui, on va parler surtout du complotisme et de la désinformation, qui est donc le sujet, le titre du dernier ANV qui vient de paraître. Donc nous avons invité Marie Pelletier, historienne et spécialiste de l'information, de la propagande, notamment en Syrie, et puis du complotisme. Et donc elle va se présenter elle-même un peu plus rapidement, et c'est elle qui va nous apporter tout un tas d'éléments d'information aujourd'hui. Merci Marie. Bonjour, merci pour votre accueil. Me présenter. J'ai coutume de dire que 3 choses pour me présenter, généralement, en tout cas quand je parle de complotisme. C'est d'abord que je suis enseignante, je suis prof d'histoire à Bruxelles, je forme des futurs profs d'histoire, donc je suis une didacticienne de l'histoire et ça reste quand même ma casquette principale. Ensuite, effectivement, je me suis beaucoup spécialisée sur la question de la propagande et j'ai particulièrement travaillé sur la question de la propagande au Moyen-Orient. Donc je viens de là, enfin je viens pas du Moyen-Orient, je viens de Belgique, mais j'ai beaucoup travaillé sur la question de ce qu'on appelle aujourd'hui, un petit peu malheureusement, il me semble, la guerre de l'information. Moi, je m'y suis intéressée à partir du début des années 2010, et donc voilà. Et la troisième chose, que je dis toujours pour me présenter, c'est que j'ai beaucoup travaillé aussi sur les questions de lutte contre le racisme, et ça rentre pleinement en compte dans mon travail, dans mon approche du complotisme, puisque j'ai été aussi chercheuse spécialement sur la question de l'antisémitisme. Et pour ceux qui connaissent un tout petit peu le sujet, quand on parle d'antisémitisme, le complotisme n'est jamais bien loin. Et donc, c'est vraiment ces 3 aspects-là de ma vie. C'est l'enseignement, forcément, le contact avec les étudiants, etc. La question de la propagande et puis la question de l'antisémitisme. Ces 3 éléments conjoints ont fabriqué une spécialiste du complotisme, malgré moi. Voilà. Merci. Eh bien, on va aborder le vif du sujet. Qu'est-ce que le complotisme? Est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que c'est différent? Comment ça se manifeste? Et puis, d'où ça vient? Est-ce que c'est un phénomène ancien ou relativement récent? Rien qu'avec ces questions-là, je peux parler pendant 2 heures. 10 minutes. Alors, déjà,
si vous interrogez différents spécialistes du complotisme, ils ne vont pas vous donner la même définition du complotisme. Hein. Donc on va déjà être bien clair que c'est la mienne que je vous donne. Moi, je n'ai pas du tout une appréhension du complotisme comme un phénomène qui toucherait une petite partie de gens qui seraient manipulés ou qui seraient radicalisés. Moi, j'appréhende le complotisme comme un imaginaire politique qui aujourd'hui est extrêmement massif dans nos sociétés et qui est un imaginaire que je caractérise comme imaginaire de la défiance. C'est-à-dire que quand je dis défiance, c'est que c'est un imaginaire qui postule que derrière ce qu'on nous dit, il y a en fait une logique de mise en scène au service d'intérêts cachés. Donc ce qui caractérise le complotisme, c'est vraiment ça. C'est à partir du moment où on se met à traquer dans la parole perçue comme officielle, qu'elle soit politique, médiatique, scientifique, on l'a vu avec le Covid, on se met à traquer dans cette parole les supposés indices de la mise en scène qui seraient au service des intérêts de quelques-uns. Et donc, vous voyez qu'avec ma définition, c'est large. Hein. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'on peut tous être touchés à des degrés divers par le complotisme. Moi, je pense vraiment pas du tout que le problème, entre guillemets, aujourd'hui, c'est sur ces questions, c'est juste les quelques personnes qui croient que la Terre est plate ou qui croient aux Illuminati ou qui croient aux reptiliens. Si, c'est un problème, mais pour moi, c'est pas le problème majeur. Le problème majeur, c'est cette défiance qui a grandi dans nos démocraties et qui, in fine, remet en question les institutions démocratiques parce qu'elle pense que les institutions démocratiques sont le fruit d'une mise en scène, encore une fois, et qu'elles servent seulement les intérêts de quelques-uns. Ça, pour moi, c'est un grand danger pour nos démocraties actuelles. Alors, pour quand même aussi dire un petit mot sur d'où vient le complotisme, est-ce que c'est ancien ou nouveau? C'est un phénomène ancien historiquement. Alors, là aussi, je pense que d'un spécialiste à l'autre, on ne vous dirait pas la même chose. On a toujours le prisme qu'on choisit. Hein. Moi, j'aime bien faire remonter le complotisme contemporain, en tout cas à la fin du XVIIIe siècle, dans le contexte de la pré-révolution française, parce que c'est à ce moment-là qu'on voit vraiment apparaître des pamphlets dont le récit est vraiment conspirationniste. En gros, ce sont des pamphlets qui disent que l'élan révolutionnaire... Enfin, que la révolution qui s'annonce n'est pas vraiment une révolution, mais qu'elle est une mise en scène au service des intérêts de la franc-maçonnerie. Donc on a déjà l'imaginaire anti-franc-maçon à l'époque, de la franc-maçonnerie et des fameux illuminés de Bavière, justement les Illuminati, qui seraient en fait ceux qui tireraient les ficelles. Et donc en fait, on vous ment, on vous manipule, hein, ce qu'on dit déjà aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que, parce que ça va être une constante dans l'histoire depuis lors, c'est qu'évidemment, ça émane d'acteurs réactionnaires. Ça émane d'acteurs monarchistes, catholiques, etc., qui ont peur de la révolte en cours et qui veulent discréditer la révolte en cours. Ça, je pense que c'est très important. Voyez aussi à ce que je dis que j'ai une approche extrêmement politique du complotisme. Je ne suis pas sur le registre psychologique, etc. Je pense vraiment que c'est un symptôme politique, c'est un discours politique et qui est un discours politique qui vise à discréditer les discours d'émancipation de manière générale. Alors pour faire bref, après dans le temps, évidemment au cours du 19e siècle, ce discours-là va se charger énormément d'antisémitisme. C'est-à-dire que le complot maçonnique va rapidement devenir dans la bouche de certains le complot judéo-maçonnique / le complot juif, bien évidemment. Je crois que je ne vais pas trop insister sur l'état de l'antisémitisme en Europe au 19e siècle. Hein. Et important à dire aussi d'ailleurs que ça justifie déjà des violences anti-juives et des pogroms dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc c'est aussi une arme. Alors c'est une arme, je vous disais, qui s'en prend à des mouvements d'émancipation, mais c'est aussi une arme de haine à l'égard des minorités. Ça, c'est aussi une constante. Qui justifie la haine des minorités, puisque en accusant les juifs de tirer les ficelles, on justifie qu'on s'en prenne à eux. Alors, je vous pose juste quelques jalons historiques. Je vais excessivement vite. Hein. J'espère qu'il n'y a pas des historiens ici, parce que sinon, franchement, je me ferais lyncher. Donc, je remonte dans le temps. On arrive à la jonction entre le 19e et le 20e siècle. Pour donner un autre repère très important, c'est un texte qui revient actuellement beaucoup, qui est les Protocoles des Sages de Sion. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, qui s'inscrit dans la tradition littéraire que je viens de vous décrire très brièvement, de cette tradition conspirationniste et antisémite, bien évidemment. C'est d'ailleurs un copier-coller d'écrits antisémites du 19e siècle.
Mais ce qui est intéressant, c'est que ça arrive de nouveau dans un contexte pré-révolutionnaire, puisque c'est le contexte de la pré-révolution russe cette fois-ci. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de cet écrit, mais c'est la police du tsar en Russie qui commence à sentir que ça chauffe un peu pour le tsar et qui cherche évidemment à discréditer l'élan révolutionnaire, qui cherche aussi par la même occasion à nourrir l'antisémitisme, hein, parce que généralement c'est toujours bon pour garder le pouvoir. Et donc la police du tsar commande un faux, bien évidemment, un écrit en France. J'ai oublié de dire qu'en France, il y a quand même une histoire particulière avec le conspirationnisme. Donc, ce texte est produit à Paris, à la jonction entre le 19e et le 20e siècle. Alors, il y a un peu des débats sur qui l'a écrit exactement et tout, mais en fait, on s'en fout assez bien, dans la mesure où c'est, comme je vous l'ai dit, de toute façon, un copier-coller, notamment d'un autre texte antisémite qui s'appelle Le discours du rabbin, qui existe déjà depuis pas mal d'années à ce moment-là. Et ça décrit, en fait, ce texte, donc qui est un faux, bien évidemment, ça décrit ce qui serait un plan de conquête du monde par les Juifs à travers les révolutions, justement. On revient à l'idée de discréditer les révolutions. Donc révolution, qu'elles soient révolutions politiques, industrielles, etc. Donc avec cette fameuse idée, vous savez, très antisémite évidemment, des Juifs qui tirent les ficelles, etc. Et ce qui se passe, c'est que ce texte est produit donc en France plus ou moins en 1900. Il n'est pas utilisé par le tsar pour finir de manière directe, mais ce texte va commencer à être diffusé en Europe première moitié du XXe siècle. Là aussi, je crois que je ne dois pas vraiment trop vous faire de dessin sur le climat politique de la première moitié du XXe siècle en Europe. Évidemment, montée du fascisme et du nazisme un peu partout. Et ce qui est important à redire, parce que j'allais dire on l'a oublié, forcément qu'on l'a oublié, on n'était pas là, c'est que cette époque, d'abord, et je ne parle pas seulement de la France ici, cette époque est une époque où l'antisémitisme est extrêmement décomplexé, extrêmement mainstream dans la société, et donc le complotisme aussi. C'est-à-dire que pour accuser les Juifs, pour justifier les violences à l'égard des Juifs ou les discriminations à l'égard des Juifs, on les accuse toujours précisément de tirer les ficelles, de fomenter les choses en secret, etc. Et ce qui se passe, c'est que ce texte des protocoles des sages de Sion, ça c'est extrêmement important à dire, va être utilisé par les réseaux fascistes, nazis, etc. pour justifier les violences anti-juives. Notamment Mein Kampf, tout simplement, donc de Hitler, cite abondamment les protocoles des sages de Sion, déjà pour justifier le génocide à venir. Donc ça, je pense que c'est vraiment important à dire, hein, c'est que c'est un discours qui prépare un génocide à ce moment-là. Alors, on va faire avec le bruit. Voilà, puis bien évidemment, on sait ce à quoi tout ça conduit, le génocide et toute l'horreur toute l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale. Et pourquoi je vous rappelle tout ça, c'est que c'est important de voir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu évidemment une prise de conscience de ce à quoi tout ça avait mené. Il y a eu l'interdiction de différents ouvrages, donc dans nos pays. Typiquement, les protocoles des sages de Sion ont été interdits à la vente à ce moment-là. Et il y a eu surtout dans nos sociétés un consensus pour marginaliser ces discours. C'est-à-dire que l'antisémitisme, le fascisme, tout ce à quoi, tout ce qui avait conduit à l'horreur du génocide, il y a une opprobre sociale qui ont été jetées sur ce discours-là. C'est très important à dire, c'est que le complotisme et l'antisémitisme ne disparaissent pas deuxième moitié du XXe siècle, bien évidemment, mais se marginalisent parce qu'on a des sociétés qui décident de lutter contre. Vous savez, c'est tout l'imaginaire politique du plus jamais ça qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, l'imaginaire antifasciste, antiraciste, etc. Alors encore une fois, ça n'empêche pas que les librairies antisémites, etc., continuent à exister, mais disons qu'il y avait cette idée que c'était honni par la société. Et ce qui est important à voir, et là j'en viens vraiment au complotisme actuel, c'est que ce tassement ou cette marginalisation, elle prend fin à l'entrée dans le XXIe siècle, en fait. Donc, quand on entre dans le XXIe siècle, déjà, la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale est en train de s'éloigner. Il y a des mécanismes mémoriels qui sont toujours en place, évidemment. Puis il y a le web, quand même, le web qui est en train de se massifier, donc qui permet à des discours, justement, qui étaient plutôt marginalisés, de retrouver une seconde jeunesse. Donc ça c'est quand même un facteur explicatif. Mais surtout, on entre à mon humble avis,
on entre dans une nouvelle ère politique avec le 11 septembre 2001. Bon, la couverture de mon premier livre est excessivement moche, ça il faut vraiment l'avouer, mais elle ressemble à une couverture du Sun. Je ne sais pas si vous voyez, je trouve. Mais voilà, ça reprend, en tout cas je tenais, j'espère que mon éditeur n'est pas en train de m'écouter, je tenais beaucoup sur ce premier livre, je l'ai écrit il y a 5 ans, mais il y a une réédition cette année, enfin il y a quelques mois, à mettre l'image du 11 septembre 2001, parce qu'en fait pour moi c'est le 11 septembre 2001, le trauma du 11 septembre 2001 qui va justement casser ce plus jamais ça de la Deuxième Guerre mondiale, parce que de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Parce que après le 11 septembre 2001, enfin le moment du 11 septembre 2001, c'est un choc très violent pour nos sociétés. On se rappelle tous, je pense, où on était, en tout cas pour ceux qui sont en âge de s'en rappeler, où on était quand on a appris le 11 septembre 2001. Donc c'est-à-dire que c'est un événement qui a été très traumatique, parce que dans l'imaginaire collectif, si vous voulez, c'est la fin de l'idée que la guerre ne nous toucherait plus jamais. Parce que je pense qu'on avait été bercé d'un récit qui disait la guerre ne reviendra plus. Et avec le 11 septembre 2001, on se dit tout d'un coup la guerre peut nous retoucher. Et ça, je pense que c'est extrêmement important à dire, parce que le complotisme, il prospère sur des traumas, notamment. Et c'est un trauma, bien évidemment, pour nos sociétés. Là, je ne parle pas juste un trauma pour les États-Unis d'Amérique, hein, je parle vraiment pour nos sociétés démocratiques, notamment. Et surtout, le 11 septembre 2001 a correspondu à un moment où, enfin, comment dire, quand il arrive un gros trauma, on a besoin de raconter ce qui nous arrive. On a besoin d'un récit collectif pour mettre en récit ce qui est en train de nous arriver. Ça, c'est un besoin tout à fait humain. Vous savez que pendant longtemps, on a eu les religions qui ont rempli ce rôle-là, les grandes idéologies, etc. Bon, je viens de vous dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait aussi un récit qui nous aidait. C'était justement ce récit démocratique, ce récit du plus jamais ça. Mais on arrive quand même en 2001 où tout ça est déjà en train de méchamment s'éloigner. Et donc, on manque de logiciels communs pour donner du sens à cet événement de manière, j'ai envie de dire, constructive, même si je ne sais pas si on peut être constructif par rapport à un événement comme ça. Et en fait, il va y avoir un récit qui va s'imposer très rapidement après les événements, qui est le récit porté par l'administration Bush et ses alliés, que moi je qualifie de récit civilisationnel, c'est-à-dire que, rappelez-vous, Bush très rapidement après les événements va dire... c'est le fameux discours où il paraphrase le Christ. Il dit celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Il parle de l'axe du mal. Il vient chercher la vieille sémantique civilisation, barbarie, lumière, ténèbres. Nous sommes la lumière attaquée par les ténèbres, etc. Ce récit-là, c'est pas le récit du plus jamais ça. C'est le récit qui est à l'œuvre dans la colonisation, dans les croisades, etc. C'est un récit extrêmement clivant et c'est un récit de domination, bien évidemment. C'est réactiver, en fait, une vieille domination, la domination occidentale, en l'occurrence. Et c'est faire un pacte. Ben, d'ailleurs, il le présente comme un pacte, hein, en disant, ben voilà, vous choisissez votre camp, vous êtes soit du côté des civilisés, soit du côté des barbares, et il va falloir faire montre du fait que vous êtes du côté des civilisés. Alors peut-être qu'en disant tout ça, on dit mais quel est le rapport avec le complotisme? Vous allez le voir tout de suite, c'est que beaucoup de citoyens ne se sont pas retrouvés dans ce pacte. C'est-à-dire qu'il y avait besoin d'un récit, mais il y a eu l'impression que la mise en branle du récit, on va dire dominant, était un récit extrêmement clivant et discriminant, on pourrait dire, particulièrement à l'égard des musulmans dans nos sociétés, hein, disons-le quand même, hein, parce que le glissement sémantique, c'est très très vite fait, bien évidemment. Terrorisme, islamisme, islam, musulman, bon, ça s'est fait assez rapidement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, au même moment, il y a eu d'autres acteurs politiques que Bush, qui étaient des acteurs globalement, pour faire simple, proches de régimes autoritaires, hein, qui ont compris qu'il y avait un désaveu qui était en train de prendre de l'ampleur dans nos sociétés démocratiques et qui ont profité de ce climat de désaveu pour proposer un récit alternatif. Je mets des guillemets parce que vous savez sans doute que les conspirationnistes ou les propagandistes ne se définissent jamais comme conspirationnistes ou propagandistes, bien évidemment. Et généralement, en tout cas dans la scénarisation que je vous décris, ils se présentent plutôt comme l'alternative au récit officiel. Évidemment, comme quoi un mot tout à fait opportun peut être dévoyé, malheureusement. Je suis très obsédée par la sémantique et la terminologie, vous allez voir, parce qu'en fait, malheureusement, c'est souvent là que effectivement se logent les confusions. Et donc, ce récit alternatif, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, très rapidement aussi, après le 11 septembre 2001, on va avoir
l'émergence de récits conspirationnistes sur le 11 septembre 2001. Je pense qu'on a tous déjà entendu de près ou de loin une théorie du complot sur le 11 septembre 2001, qu'il n'y avait pas eu d'avion sur le Pentagone, que les tours n'étaient pas tombées de la bonne manière, qu'il n'y avait pas eu du juif dans les tours. Enfin, l'antisémitisme tout de suite, évidemment. Donc il y a eu beaucoup de théories du complot sur le 11 septembre 2001 et on pourrait se dire, mais pourquoi tout d'un coup ça a proliféré? En fait, ces théories du complot ne sont pas venues de nulle part. Je donne à titre d'exemple, mais c'est plus qu'un exemple parce que c'est un document fondateur, un bouquin qui a suivi vraiment l'événement de quelques mois, qui est un bouquin qui a été un best-seller, vous en avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle L'effroyable imposture, d'un auteur qui s'appelle Thierry Messant, qui dit qu'en gros le 11 septembre 2001 c'est un complot de la CIA, pour faire bref, et ça sort quelques mois après les événements, ça a un succès assez dingue. Allez retrouver sur YouTube, vous verrez que Messant était accueilli sur les plateaux de télévision à l'époque, parce qu'on n'avait pas encore on était moins bien armés face au conspirationnisme il y a 20 ans forcément, et en fait, Messant, oui, ça je le place tout de suite, moi je l'ai retrouvé en Syrie, parce que Messant c'est quelqu'un qui vit à Damas, qui travaille aujourd'hui pour Bachar el-Assad et pour le régime iranien, etc. Donc je ne suis pas en train d'être complotiste en disant qu'il a des liens avec les régimes autoritaires, il l'assume totalement, qu'il est proche du Hezbollah, etc., etc. Et donc ce que je veux dire, c'est que ça s'inscrivait déjà, en fait, ce récit-là, dans une visée de propagande. C'est-à-dire que c'était des acteurs autoritaires, si vous voulez, qui portaient ce récit-là pour discréditer les démocraties, en profitant du fait que les démocraties, effectivement, en quelque sorte, étaient affaiblies parce que les citoyens ne faisaient plus trop confiance au récit dominant. On va dire ça comme ça. Je simplifie à l'extrême, mais c'est pour que vous compreniez pourquoi le complotisme a réémergé, sur quel terreau, parce qu'en fait c'est complexe, pourquoi ça revient, il y a plein de facteurs, mais c'est un terreau politique pour moi qui a été vraiment privilégié par le 11 septembre 2001 et puis par toutes ses suites. J'ai peu de temps de développer ici, mais on pourrait aussi parler de 2003 qui est un moment très important, qui est l'invasion de l'Irak. Ça c'est tout le volet international de la guerre contre la terreur, c'est quand Bush... Bush, très vite après le 11 septembre 2001, il justifie l'invasion de l'Afghanistan. Et puis, 2 ans après, l'Irak, en 2003. Et c'est un moment de grand désaveu citoyen. Il y a des grandes manifestations un peu partout contre cette intervention. Donc, il y a vraiment de plus en plus une opposition en ce qui... face à ce qui est perçu comme la parole officielle, on va dire. Et puis surtout, il y a le fameux mensonge de l'administration Bush, dont on se rappelle tous, même si on n'y était pas, on en a tous déjà entendu parler. C'est le fait que, comme prétexte à l'intervention, il dit que Saddam Hussein posséderait les armes de destruction massive. Bon, voilà, c'était un mensonge. Mais ça pourquoi j'en reparle, c'est que ça a scellé le désaveu. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Le mensonge en politique, c'est excessivement courant. Et donc, c'est assez marrant qu'on revienne toujours avec 2003. On dit, oui, 2003. Moi, à chaque fois qu'on me dit ça, je dis, ouais, 2003, mais enfin, on pourrait donner 10 000 autres exemples de mensonges politiques. Pourquoi 2003, ça a tellement marqué? Mais parce que ça s'inscrivait dans le moment politique que je viens de vous décrire, en fait. Où il y avait déjà un climat de clivage très fort, de désaveu très fort, autour du 11 septembre 2001 notamment, et que l'Irak est venu sceller ce climat de désaveu. Après, voilà, il y a eu, on a remonté dans les années, il y a eu les réseaux sociaux en 2010 qui ont horizontalisé la chose, c'est-à-dire permis à tout le monde de s'approprier la parole conspirationniste. Bon, je vais le faire très bref pour les années 2010, mais on pourrait aussi parler des printemps arabes dans les années 2010, où on a un mouvement d'émancipation qui arrive d'une autre région du monde, où des démocrates, des citoyens demandent, alors qu'ils sont en dictature, demandent du soutien des démocrates, c'est-à-dire... en fait, c'est assez intéressant les années 2010 parce que nous... Je vais caricaturer, mais vous allez comprendre l'idée. Nous, dans nos sociétés démocratiques, on devenait de plus en plus confus, désabusés, dégoûtés de la démocratie. Pour certains, on se tournait de plus en plus vers les récits, on va dire, de Poutine, etc., etc. Donc, on était quand même dans un marasme démocratique. Et en même temps, on a un mouvement tout à fait inverse dans une autre région du monde, en fait, où on est en dictature et où on a, j'imagine que vous avez un tout petit peu suivi, en Tunisie, en Égypte, puis en Libye, en Syrie, etc., on a une demande démocratique. Et pourquoi je parle de ça, c'est que ce mouvement-là, il va trouver très peu d'écho dans nos sociétés parce que, justement, nous, on est déjà pris dans notre
dans notre défiance, on va dire. Et c'est un mouvement qui a énormément fait l'objet de paroles conspirationnistes et de paroles de propagande. Bon, forcément, parce qu'il faisait face à des dictatures qui voulaient discréditer l'élan révolutionnaire. Ça, c'est un peu logique de la part de dictatures. Mais comme je vous ai dit que le logiciel conspirationniste était très pratique pour discréditer les élans révolutionnaires, si on revient à ce que je disais avant, forcément, le conspirationnisme est devenu une arme notamment privilégiée. Enfin, il était déjà, hein, mais disons que ça a particulièrement bien marché à partir des années 2010, où en fait le complotisme qui disait qu'il n'y avait pas de révolution en Syrie, je parle de la Syrie parce que j'ai bien travaillé sur la Syrie, que c'était un complot soit d'Israël, soit des États-Unis, soit des deux, que c'était un complot djihadiste aussi. Enfin bon, tout ça a été mélangé, hein, parce que le civilisationnel et l'antisystème que je vous ai décrit, ça va ensemble, hein, généralement. En fait, c'est pas deux choses qui s'opposent, hein, c'est deux choses qui fonctionnent main dans la main. Et donc tout ça pour vous dire qu'on a eu un mouvement qui a fait l'objet d'énormément de complotisme, qui a anéanti la solidarité dans nos sociétés démocratiques. Hein. On a eu très très peu de solidarité avec les révolutionnaires arabes de manière générale. Et on a eu quand même une séquence politique dans les années 2010 qui a conduit, si je le fais vraiment courte encore une fois, à 2016, l'élection de Trump, qui est pour moi la victoire de l'antisystème. C'est-à-dire que, oui, j'ai pas encore utilisé vraiment le mot antisystème, mais quand je parle des deux récits, il y a le récit civilisationnel, celui de Bush, etc., et le récit conspirationniste, je le qualifie souvent d'antisystème parce que c'est une manière de rejeter ce qui serait le système démocratique. Et donc Bush, il est l'incarnation de ça. Il se fait élire sur une rhétorique conspirationniste, évidemment, en disant que tous les médias mentent, etc. Enfin, rappelez-vous. Oui, je dis Bush, c'est Trump, effectivement. Il ne faut vraiment pas que je commence à mélanger les présidents américains. Et oui, c'est ça. Il y a une filiation quand même. Mais quelque part, il est pire que Bush encore. Parce que Trump, c'est à la fois le civilisationnel, qu'il ne renie pas du tout, et c'est aussi l'antisystème. C'est les deux en même temps. Et c'est en fait... Donc ça veut dire que c'est le conspirationnisme qui prend la tête de la première démocratie occidentale, quoi. Quand on y réfléchit, c'est quand même un tout petit peu flippant. Et puis après, voilà, en 2016, c'est aussi la chute d'Alep par ailleurs en Syrie, hein, qui est le triomphe des dictatures, les massacres commis par Poutine et Assad, etc., dans une indifférence assez généralisée. Donc c'est quand même une débâcle démocratique très fort. Et puis je terminerai par là mon petit panorama très rapide. En 2020, paf, la pandémie. Pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, ça m'a beaucoup fait sourire, évidemment, que pendant la pandémie, enfin, sourire, non, ça m'a pas fait sourire, ça m'a fait bien chier, que tout le monde m'appelle tout d'un coup pour me dire, ah, pourquoi est-ce qu'il y a du complotisme partout? Quand je dis tout le monde, je pense notamment aux médias, évidemment. J'ai envie de leur dire, mais c'est seulement maintenant que vous voyez ça. En fait, tout ça est tellement bien installé depuis une vingtaine d'années. Et évidemment qu'une pandémie qui est à nouveau un choc et un trauma, évidemment pour nous, hein, qui a bousculé nos quotidiens, etc. Évidemment que la demande de récit, elle est hyper forte quand il arrive quelque chose comme ça. Et quel est le récit disponible aujourd'hui, majoritaire, massif? Bah voilà, le récit antisystème, globalement, est un récit qui fonctionne très très bien. Donc voilà, c'était malheureusement pas étonnant que le conspirationnisme ait tellement prospéré pendant la pandémie, avec quand même quelque chose de très inquiétant. Hier, j'intervenais dans un colloque d'une organisation qui s'appelle l'UNATFI, qui lutte contre les dérives sectaires. Enfin, qui est une organisation de soutien aux victimes des sectes, en fait, à la base. Mais ils travaillent aussi actuellement sur le complotisme. Et ils racontaient, et moi ça m'est arrivé aussi, qu'ils ont de plus en plus pendant la pandémie, ils ont eu de plus en plus de courriers de personnes qui leur disaient, voilà, mon père, mon frère, mon cousin, enfin peu importe, hein, est en train de partir dans une logique conspirationniste tellement radicale qu'il est en train de rompre avec tout le monde. Vraiment un peu quelque chose qui s'approche parfois des phénomènes de radicalisation, avec des tragédies familiales et amicales, etc. Et ça, c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup pendant la pandémie, on l'a vu un peu moins avant, mais parce qu'en fait, le terreau politique était là. Et puis alors la pandémie, avec à la fois la composante traumatique et le fait aussi qu'on a été énormément seuls sur nos écrans, confinés chez nous, ben forcément, les ingrédients étaient là, malheureusement, pour que certaines personnes partent tout à fait à la dérive. Et puis après, on a eu la guerre en Ukraine, mais je vais pas encore m'étendre là-dessus parce que c'est encore tellement neuf. Mais je dis ça avec un sourire, c'est pas du tout que ça me fait sourire, hein, mais c'est juste pour dire, on avait l'impression qu'on était un peu en train de sortir de la pandémie, et encore c'est pas fini, hein, on le sait bien. Moi, je me disais, je vais enfin un peu souffler, qu'on va un peu moins me solliciter.
Et puis évidemment, la guerre en Ukraine arrive. Et ce que je veux dire par là aussi, c'est que de toute façon, actuellement, c'est la toile de fond vraiment du débat public et qui pourrait arriver à la rigueur n'importe quoi. Ça va être sujet à du conspirationnisme et à de la désinformation. Merci Marie pour ce rapide mais très intéressant tour d'horizon des origines, des racines du conspirationnisme, donc qui s'implante dans des périodes de crise où on a du mal à faire face avec un récit un peu commun, une envie pas de rêver, mais en tout cas d'avoir une explication de l'histoire, une explication de ce qui nous arrive. Je vous propose de regarder un petit film, si j'arrive à le passer, sur qui sont donc ces complotistes, entre guillemets. Il y a quelque temps, Sébastien a fait un coming out pour le moins explosif dans la communauté scientifique. Il a cru à des théories du complot. Si ça vous étonne, c'est normal, parce que les complotistes qu'on vous présente dans les médias, c'est plutôt ceux-là. Les êtres humains ou d'autres civilisations vivent sous terre de telle manière à développer en quelque sorte un paradis intraterrestre. Vous dites que les gouvernements sont alliés à des extraterrestres. Pompidou était un hybride extraterrestre. Et ça ne vous aura pas échappé, Sébastien ne partage ni leur côté complètement allumé, ni leur qualité capillaire. Alors, comment expliquer ce paradoxe? C'est tout simplement une hallucination collective. Eh bien, en réalité, en dehors de certains cas pathologiques ou caricaturaux, la grande majorité des complotistes sont des gens absolument normaux, comme vous et moi. Attends, tu vas me dire que j'aurais pu être complotiste? Bon, toi non, toi tu fais partie du complot. Mais n'importe qui d'autre peut être complotiste, il n'y a pas de profil type. La première chose à dire, c'est que le complotisme est un fait social qui ne connaît pas d'exception. Il est à la fois transversal à l'échelle politique, de la gauche extrême jusqu'à la droite extrême en passant par le centre, etc. Il n'y a pas d'idéologie politique qui soit par nature hermétique au complotisme. Deuxième chose, le complotisme est aussi transversal à l'échelle sociale. Il n'y a pas d'immunisation par une certaine haute culture, par un niveau d'éducation, par un niveau de richesse, etc. Personne n'est a priori, une fois pour toutes, immunisé aux théories du complot. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que c'est une démarche louable qui a mené ces gens vers les théories du complot. Le doute. Parce que oui, c'est parfaitement sain d'exercer son esprit critique, de douter raisonnablement de la version officielle, de questionner ce qui semble être des évidences et de recouper ses sources. Le doute est même à la base de la démarche scientifique et du bon journalisme. Alors oui, parfois on commence par douter, puis on finit par envahir la zone 51. D'accord, mais le doute n'en est pas moins sain, c'est la voie qu'on emprunte pour trouver des solutions qui, parfois, peut poser problème. Quand j'étais petit, j'étais très curieux de tout. Je me posais énormément de questions existentielles sur l'univers et sur les phénomènes inexpliqués. Mais j'ai grandi dans un milieu qui n'était pas particulièrement intéressé par les sciences. Du coup, j'ai dû chercher les réponses à mes questions par moi-même, en passant la plupart de mes week-ends à la bibliothèque ou sur le net. Et le truc, c'est que l'étagère science était pas très loin de l'étagère ésotérisme. Sauf que moi, à l'époque, j'avais pas les outils pour faire le tri. Ces outils, ils sont pas innés, et acquérir un esprit critique, ça demande un long travail. Mais j'avais personne autour de moi pour me l'enseigner. Du coup, pendant des années, j'ai tout gobé. De la zone 51 aux machines à énergie libre, en passant par des aliens qui construisent des pyramides. On n'en est pas complotiste, on le devient. Un complotiste n'est pas quelqu'un d'idiot. C'est pas un malade mental. C'est quelqu'un qui va à un moment donné va se poser des questions sur la marche du monde, des questions sincères, et qui va quelque part tomber dans une forme de politisation malheureuse. Et c'est à ce moment que s'opère un point de bascule qui peut faire tomber n'importe qui dans un double cercle vicieux. C'est vrai que déjà, il y a un aspect social. J'en avais pas beaucoup parlé autour de moi. Si j'en parlais à ma famille, ils balayaient ça d'un revers de main, sans me dire où je me trompais. Et si j'en parlais à des amis, souvent on se moquait de mes idées, toujours sans me dire pourquoi. Du coup, j'ai préféré me perdre sur Internet pour trouver des trucs qui pouvaient confirmer ce que je pensais. Et forcément, j'en trouvais, parce qu'on trouve de tout sur Internet, surtout des gens qui sont d'accord avec nous. C'était super confortable d'ignorer les critiques et de posséder une espèce de savoir ésotérique, de connaître des choses cachées que les autres ne savent pas. Il y a un côté très valorisant pour l'ego. Force de leur dire vous êtes complotiste, vous êtes idiot, vous êtes paranoïaque, vous allez pousser les individus vers ces formes de radicalité où ils vont finalement chercher encore plus l'entre-soi, où ils pourront parler librement de peur d'être moqués, stigmatisés, caricaturés ou mis au banc. Si vous êtes qualifié de complotiste, vous allez vous
retrouver exclu de votre cercle d'amis, de votre travail, des médias auxquels vous avez accès, etc. etc. Donc c'est une étiquette lourde de sens. Il faut la manier avec une grande prudence et une grande modestie. Et en plus de ça, ce cercle vicieux entraîne et est entraîné par une composante idéologique. Les théories du complot, elles se présentent comme quelque chose, on l'a dit tout à l'heure, d'hyper-rationnel et de conséquentialiste, déterministe. Les choses arrivent parce qu'elles ont été voulues. Ce qui signifie à l'inverse qu'il n'y a pas de place pour des notions comme le hasard, la fatalité, le pas de chance, l'accident, l'imprévu. Donc effectivement, c'est quelque chose qui permet de se rassurer symboliquement. Si les choses vont mal, ce n'est pas de ma faute, c'est parce qu'une entité extérieure l'a voulu. Dans la mesure où le complotisme a une vision hégémonique, une pensée systémique, eh bien il est extrêmement difficile finalement, une fois qu'on a adhéré à un système de pensée, une vision du monde, de la changer. Donc quelqu'un qui reste seul peut sombrer assez loin dans le complotisme sans aucun filet pour l'arrêter. Alors, maintenant qu'on a dit ça, que peut-on faire? Discuter. Discuter avec bienveillance, non pas pour avoir raison à tout prix et prouver à votre interlocuteur qu'il a tort, mais pour comprendre avec lui où est-ce qu'il a pu se tromper dans sa démarche. Alors. Voilà, mais Marie, si j'ai bien compris, on est tous complotistes un jour ou l'autre, plus ou moins. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour lutter contre cette défiance vis-à-vis des institutions, alors qu'on a des raisons de douter? Ouais, je redirais un mot sur le doute parce je crois qu'il y a beaucoup de mauvaise compréhension de ce que c'est douter et que c'est ça aussi qui crée la confusion. Mais sur le fait, ouais, est-ce qu'on est tous complotistes? En tout cas, on peut tous l'être. Et ça, moi, ça a été vraiment un peu à la base de ma réflexion. C'est comme justement, j'essaye d'appréhender ça comme un imaginaire collectif, en fait, c'est pas. On a une tendance actuellement chez certains spécialistes, c'est très présent, hein, à voir ça comme un phénomène individuel en fait, hein, comme c'était des personnes qui avaient des parcours individuels qui les avaient conduits à être complotistes. Alors il y a comme toujours des composantes individuelles, hein, bien évidemment, mais c'est avant tout un phénomène de société. Et cette défiance, cette remise en question de la parole médiatique, politique, etc., elle est extrêmement mainstream et elle peut tout à fait nous toucher. C'est-à-dire que on peut être séduit à un certain moment par ce type de discours, parce qu'on vit quelque chose de difficile, pour plein de raisons. Et donc, c'est effectivement très, très important de dire je ne suis jamais à l'abri moi-même du discours conspirationniste. Parce qu'on a une tendance très forte, hein, dans l'anticonspirationnisme à croire qu'il y aurait ceux qui penseraient de manière correcte, c'est-à-dire nous, et puis les complotistes qui penseraient mal. En fait, en faisant ça, on ne fait qu'un jeu de miroir avec les complotistes, avec le complotisme, et on ne fait que renforcer la machine, à mon humble avis. Donc c'est pour ça que moi je préfère vraiment voir les choses de manière globale et collective en disant comment cette défiance nous a tous touchés et continue tous à nous toucher et comment faire pour la contrer. Mais d'abord la contrer en nous, j'ai envie de dire. Je ne sais plus c'était quoi le deuxième aspect de la question. Comment est-ce qu'on... Oui, on a des doutes, on a des raisons de douter, voilà, on a l'esprit critique et les institutions démocratiques, qu'est-ce qu'on en fait avec tout ça? Ouais. Il y a un truc sur le doute qui est assez important, c'est que quand par exemple je vais quelque part parler de complotisme ou quand je vais dans des classes parler de complotisme à des jeunes, on me dit souvent oui mais on a quand même le droit de douter. Ça c'est vraiment un truc qui revient souvent. J'ai quand même le droit de poser des questions sans être taxé de complotiste. Alors moi ça m'intéresse toujours de déconstruire ce genre de formulation. J'aime bien déconstruire les questions qu'on se pose parce que c'est souvent dans la question en fait que le problème est. En fait, le problème c'est pas qu'on doute ou c'est pas qu'on critique des choses. On peut douter de tout, enfin de tout. Non, pas de tout, mais on peut. En soi, le doute n'est pas critiquable. En soi, critiquer, par exemple, le pouvoir politique ou critiquer les médias, il n'y a aucun souci. On est en démocratie. Bon. En fait, le problème du complotisme, c'est pas du tout le fait qu'il doute ou qu'il douterait trop. Je pense pas du tout. Le problème, quand on est dans le complotisme, c'est qu'on a déjà une idée de la réponse. En fait, c'est l'exact inverse du doute. C'est que le conspirationniste, quand il fait mine, par exemple, de s'interroger sur le 11 septembre 2001, je reprends mon exemple de tout à l'heure, son carburant, c'est pas de s'interroger sur ce qui s'est vraiment passé. Son carburant, c'est de prouver que c'est, par exemple, la CIA qui est coupable. Vous voyez, c'est vraiment un dévoiement de l'esprit critique. Par exemple, il faut savoir que le complotisme, il s'intéresse beaucoup aux détails techniques,
Par exemple, les conspirationnistes du 11 septembre 2001, ils ont beaucoup regardé la manière dont l'acier fondait et tout, si vous vous rappelez. On a vu aussi la même chose au moment de l'attentat de Charlie Hebdo, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait des histoires. Les gens examinaient les images vidéo en disant il y a un rétroviseur qui a changé de couleur, etc. Alors on dit, alors je doute. Non, en fait, non, ils ne doutent pas. C'est qu'ils ont déjà l'idée que c'est un complot et ils vont chercher tous les soi-disant indices du complot. Déjà, il faudra m'expliquer pourquoi un rétroviseur qui changerait de couleur serait un indice du complot. Hein. Le lien logique est peu clair. Mais c'est pour que vous compreniez l'idée. On l'a vu aussi sur la désinformation sur le conflit syrien. Hein. Par exemple, il y a eu énormément de désinformation sur les attaques chimiques en Syrie. En 2013, quand Bachar el-Assad a mené sa grande attaque chimique dans la banlieue de Damas, l'attaque de la Ghouta, c'est une attaque qui a été extrêmement bien documentée par les activistes sur place, etc. Enfin, je veux dire, les preuves de l'attaque, il n'y a aucun souci pour les avoir. Et pourtant, il y a énormément de discours de désinformation qui ont mis le doute sur les événements en disant non, mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Non, en fait, ce n'est pas Bachar el-Assad qui l'a fait. Ce sont les opposants qui auraient gazé leurs propres enfants. Vous voyez le genre de discours. Et donc, c'est-à-dire qu'ils faisaient semblant, en quelque sorte, de remettre en cause la véracité matérielle des choses. Mais en fait, c'était pas ça. Ils ne doutaient pas de la véracité matérielle des choses. Ils voulaient défendre Bachar el-Assad. Donc, je pense que ça, c'est très important parce que c'est ce qu'on voit encore à l'œuvre en Ukraine actuellement. Hein. Les pro-Poutine, par exemple, parce que généralement, conspirationnistes et pro-Poutine, bon, sémantiquement, ça va ensemble, malheureusement. Ils vont dire, par exemple, je doute que je sais pas moi, que tel lieu ait vraiment été bombardé. En fait, il ne doute pas. Il veut défendre Poutine. Enfin, vous voyez, je pense que c'est vraiment important parce que du coup, ça nous invite aussi à nous interroger sur nos propres doutes. Est-ce que quand on dit « je doute de », est-ce que vraiment on doute au sens cartésien du terme ? Vraiment, je me pose des questions rationnelles, etc. parce que je veux connaître la vérité ? Ou est-ce que, en fait, cette information-là nous dérange et parce que voilà, elle vient par exemple dire que Poutine est coupable alors qu'on veut défendre Poutine. Et donc, on préfère dire « oh, je doute que ça s'est vraiment passé ». Et je pense que c'est ça qui se passe dans le complotisme. Donc, c'est une instrumentalisation du doute. Donc, pour moi, le doute n'est absolument pas un problème. Enfin, après, quand je dis que c'est pas un problème, bien évidemment que le doute fait partie de la démarche scientifique, par exemple, mais bien évidemment qu'à un moment donné, il y a aussi des faits et justement la question d'établir des faits de manière objective, c'est extrêmement important aussi. Je vais prendre un exemple qu'on connaît tous sur le génocide juif. Il ne s'agit pas de dire tout le monde peut douter du génocide juif, quoi. Bien évidemment que les choses qui sont actées, documentées par les historiens, par les scientifiques, etc., à un moment donné, c'est important en démocratie et je pense que ça fait tout à fait partie d'un esprit critique sain de dire bah, ça, ce sont les faits. Après, il y a les faits et comment on se positionne par rapport aux faits. Ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, le doute en soi n'est pas problématique. C'est l'instrumentalisation du doute. C'est surtout ça sur lequel je voudrais insister. Merci Marie. Donc on a bien compris, une démarche plus scientifique serait de prendre, à partir d'une hypothèse de départ, d'un doute ou d'un doute, de prendre l'ensemble des faits à notre disposition plutôt que de rechercher les faits qui vont corroborer ce qu'on pense au départ. Oui, tout à fait. Et ça nous invite aussi à une attention pour nous-mêmes. Hein, parce qu'on a tous cette tentation-là hein, de prendre que les choses qui nous arrangent ou qui vont aller dans le sens de ce qu'on pense déjà, etc. Donc... je pense qu'en fait, le défi à ce niveau-là, il est double. Hein. Il est à la fois, pour nous tous, d'être attachés aux faits. Ça, je crois quand même que plus que jamais, on doit retrouver l'importance des faits. Parce que s'il n'y a plus de faits, on ne peut plus rien faire. Hein. Vous savez, un jour, je donne souvent cet exemple-là, je donnais une conférence sur la Syrie, parce que je donne aussi des conférences sur la Syrie, et je parlais des bombardements de Bachar el-Assad. C'était il y a déjà quelques années. Hein. C'était quand Bachar envoyait, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, mais les barils de TNT, quand il bombardait. Donc c'est vraiment un type de bombardement horrible, parce que c'est des barils qui sont en plus remplis de clous, etc. Et donc quand ils explosent, ça déchiquette les corps, etc. Enfin, de toute façon, tout bombardement est horrible, hein, on est bien d'accord. Mais là, et en plus, ce sont aussi des bombardements où c'est très imprécis quand ça tombe, et donc en fait c'est des hélicoptères qui les larguent, et alors les gens voient que le baril est en train de tomber, mais ils savent pas exactement où il va tomber. Bon, tout ça pour vous dire que je parlais de ça.
Il y a quelqu'un dans l'Assemblée pendant les questions-réponses après qui m'ont dit oui, vous dites que c'est un fait, mais il n'y a pas de fait, me disait-il. Il était dans une approche philosophique, je ne sais pas laquelle. Enfin si, je le sais, mais bon, bref. Mais en gros, où il disait tout est une question de regard. Vous dites que c'est un fait, mais en fait, les faits, ça n'existe pas vraiment. Tout dépend de la manière dont on regarde les faits. Et là, je me suis dit, mais je n'ai rien dit sur le coup. Enfin si, j'ai un peu répondu, mais après, je réfléchissais, je me disais, mais ça, c'est vraiment une tentation de notre époque. Si on balaye les faits, en fait, il n'y a plus de condamnation morale et donc il n'y a plus de limite non plus, notamment à la violence, puisqu'on parle de la non-violence. Si on ne peut même pas établir qu'un acte est violent, si on ne peut pas dire ça, c'est un fait, bah alors comment on a encore une possibilité de lutter? Donc les faits, pour moi, c'est la condition de la lutte au sens large. Hein. Mais par ailleurs, évidemment, les faits, ce n'est pas suffisant. Il y a aussi la question du combat politique et de la vision qu'on défend. Et en fait, souvent dans l'anticomplotisme, on pêche par l'un ou par l'autre. Soit, vous savez que c'est fort la mode du fact-checking, etc., le debunking et tout. Donc, rétablir les faits. Je pense que c'est important, ça nous donne des outils. Hein. Par exemple, c'est bien de faire du debunking sur l'Ukraine pour qu'on ait les bonnes informations. Hein. J'ai rien contre. Mais face à un conspirationniste, ce sera vraiment pas suffisant, bien évidemment, puisque l'enjeu, c'est aussi la vision du monde qu'on défend. Par exemple, je sais pas moi, il y a un meurtre qui est commis, il suffit pas de dire ce meurtre a existé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant par rapport à ça? Enfin, le génocide juif, il s'agit pas seulement de dire le génocide a existé. Qu'est-ce qu'on en fait de cette information-là? Par exemple, on se bat pour que plus jamais il y ait de l'antisémitisme. Enfin, je caricature, mais vous voyez l'idée. Donc c'est vraiment important qu'il y ait les deux aspects. Parce que le conspirationniste, alors, on peut dire qu'il a un problème avec les faits, oui, c'est vrai, mais on peut lui reconnaître une chose, c'est qu'il défend une vision du monde, ça c'est clair. Généralement, lui, c'est un militant, il sait ce qu'il défend. Et le problème souvent en face, c'est que si on vient juste avec des faits, mais qu'on n'a pas de vision du monde à opposer, la connexion est juste pas possible, quoi. Et c'est-à-dire qu'on peut pas le combattre. Enfin, pas le combattre personnellement, mais combattre le problème complotiste. Donc voilà, c'est pas évident, hein. Je dis ça un peu vite, mais je sais que c'est pas évident, mais c'est vraiment les deux. C'est travailler à la fois sur, je pense, c'est mon avis à moi, hein, sur retrouver une démarche rationnelle, scientifique, etc. par rapport oui, pour qu'on se mette d'accord sur des faits communs. S'il n'y a plus de faits communs, on ne sait plus faire société. Et en même temps, se battre aussi pour être au clair sur quelle est la vision qu'on défend par rapport à ça. Parce que la grande illusion que les faits sont suffisants, on en voit aussi beaucoup les limites actuellement. Oui. Est-ce qu'on peut parler, pour établir peut-être un peu les dialogues entre les conspirationnistes et les anticonspirationnistes, et puis nous-mêmes, enfin, est-ce qu'on peut parler peut-être d'éthique? C'est un petit peu ça qui était sous-jacent. Excusez-moi. Oui. La question éthique, elle est extrêmement importante derrière le phénomène conspirationniste et même derrière, j'ai envie de dire, tout ce qui nous arrive dans nos sociétés actuellement, hein, parce qu'on n'est quand même pas dans un moment politique très fun. En fait, le complotisme, c'est une réponse à une question éthique. Ça, je suis persuadée. C'est pour ça que je vous disais aussi qu'il y avait une question de vision du monde. C'est que généralement, quand on parle avec des personnes qui sont vraiment dans le logiciel conspirationniste, elles mettent en avant des valeurs. C'est-à-dire que c'est pas un discours, c'est pas un discours qui n'a aucune éthique. Bien au contraire. D'ailleurs, très souvent, les conspirationnistes, je parle quand même souvent avec eux. Hein, ils m'écrivent beaucoup, notamment. Donc voilà, c'est intéressant d'ailleurs. Généralement, ceux qu'ils combattent, enfin ceux qu'ils disent combattre, hein, parce qu'il y a ce qu'ils disent et puis ce qu'ils font, ça c'est autre chose. Mais ce sont des valeurs, valeurs éthiques, valeurs, j'ai presque envie de dire démocratiques, et souvent des valeurs qu'à la rigueur je partage. Ils vont dire que, par exemple, ils veulent plus de justice, ils veulent plus d'équité, ils veulent plus de transparence, ils veulent plus de cohérence, etc. Et en fait, la réponse qu'ils trouvent à ce désir-là, c'est la réponse conspirationniste. Pourquoi? Je pense parce qu'on manque d'autres réponses à cette soif-là actuellement. Je pense que la soif éthique, elle est très présente dans notre société. Par exemple, on en parlait tout à l'heure sur les questions de climat, de justice sociale, etc. Moi, je le vois chez mes étudiants, qui ont l'âge de certains ici. Il y a vraiment, oui, il y a vraiment une préoccupation éthique pour ces questions, et c'est tout à fait, je trouve que c'est beaucoup plus central encore peut-être que dans ma génération à moi, pourtant je ne suis pas très très vieille, mais donc il y a une soif qui est très très présente, mais malheureusement, et moi c'est ma plus grande critique actuellement à la société de manière générale, hein, on manque de
de propositions concrètes de projets collectifs. Quand je vous parlais de récits, je parle souvent de récits, mais en fait quand je parle de récits, c'est aussi de projets, de propositions concrètes de qu'est-ce qu'on fait avec ce désir-là, de plus de justice, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour changer le monde en gros, parce qu'en fait en tant qu'humain on a envie de changer le monde bien évidemment. Le problème du conspirationnisme, c'est qu'il apporte une fausse réponse à cette soif qui est authentique. Enfin, pas seulement une fausse réponse, une réponse dangereuse. C'est pas seulement qu'elle est fausse, c'est qu'elle est dangereuse parce que évidemment elle fait reculer les luttes en termes démocratiques, en termes de lutte contre le racisme, enfin plein de niveaux. Mais c'est vrai que la question éthique est très importante et c'est pour ça aussi que c'est peut-être le moyen parfois de restaurer le lien effectivement avec des personnes qui seraient en rupture, vraiment dans le conspirationnisme, en tout cas le plus extrême. Ou pas seulement le plus extrême d'ailleurs, mais quand parfois ça nous arrive dans nos familles ou dans notre cercle d'amis, on a tous déjà vécu, je pense, des moments un peu tendus parfois. Revenir à une conversation de type beaucoup plus fondamental sur les valeurs, sur ce qu'on défend, généralement ça permet de reconnecter en fait. Parce que tant qu'on est sur les argumentations, je sais pas moi, sur la guerre, sur le Covid ou que sais-je, on rentre souvent dans des arguments contre arguments, dans des trucs un peu stériles où en fait on polarise. Tandis que si on revient à des questionnements beaucoup plus fondamentaux, généralement on peut retrouver le lien. Enfin, oui, on peut se dire, ah ben en fait, ça je suis d'accord avec toi, je partage ça et ça avec toi. Par contre, on va pas être d'accord sur les moyens, etc. etc. Mais je pense que ça c'est très important. J'aurais plein d'anecdotes à raconter, bon, j'ai pas le temps, mais le nombre de fois où je me suis fait agresser à des conférences, ça va beaucoup mieux maintenant, hein, je dois dire. Mais il y a 5 ans encore, parce que maintenant on parle plus de complotisme, donc les gens sont plus sensibilisés. Mais il y a 5 ans encore, quand je donnais des conférences sur le sujet, en fait, généralement, j'avais la moitié de l'assemblée qui venait pour m'insulter, c'est-à-dire des conspirationnistes, en gros, et qui venaient, et souvent de manière extrêmement véhémente. J'en ai eu un qui m'a jeté un bic sur la tronche, enfin, des trucs comme ça, ou bien des gens qui s'énervent pendant que je parle, qui se lèvent, qui se rasseyent et tout. Bon, c'est un peu angoissant quand même. Et tout ça pour dire que j'ai souvent assisté à des moments, et c'est pas pour dire que je suis quelqu'un d'exceptionnel, parce que je pense que c'est à la portée de tout le monde, où j'arrivais à dire à ces personnes, écoutez, je vois bien que vous êtes en colère, etc. On va en parler après, mais d'abord vous allez m'écouter. Tu viens à ma conférence, tu m'écoutes, c'est quand même bien le minimum. Et puis après, ah oui, c'est pour la caméra. Donc, et puis après, quand je revenais vers eux pour essayer quand même de leur parler, puisqu'ils voulaient absolument me parler, je quittais complètement leur discours, enfin leur obsession. Généralement, ils venaient par exemple m'attaquer sur la Syrie, typiquement. Il y a 5 ans, c'était beaucoup pour m'attaquer sur la Syrie. Et je disais, ok, ça on va pas. Je vous entends, je suis pas du tout d'accord avec vous, mais par contre, je vais plutôt vous demander pourquoi vous en êtes venu à penser ça. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné dans votre vie, etc., vous avez trouvé essentiel de défendre à ce point Bachar el-Assad et de nous dire que nous on est des menteurs et des manipulateurs. Et en fait, généralement, quand je déplaçais comme ça les choses, à la fois à des choses plus fondamentales et aussi à des questions de parcours de vie, en fait, je vous assure, c'est vraiment étonnant ce qui peut se passer. Des personnes qui quittent la colère, qui limite à la fin de la discussion disent « Ah oui, non, mais en fait, tout ce que je vous ai dit, si ça tombe, en fait, je ne le pense pas vraiment. » Vraiment, c'est-à-dire qu'il arrive... Alors, je ne dis pas que c'est magique, hein, mais ça montre bien, à mon avis, que l'enjeu est à un niveau beaucoup plus fondamental que le discours, en fait, généralement. Alors, ça n'empêche pas, hein, cela dit, que quand, par exemple, face à des propos pro-Assad, je peux être extrêmement dur parfois, parce que parfois c'est nécessaire aussi. Hein. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être béni, oui, gentil. Non, il y a des moments où il faut pouvoir dire aussi stop, voir ta gueule. Hein. Franchement, moi, je n'hésite pas à le faire quand c'est nécessaire. Mais parfois, ça vaut la peine d'essayer de déplacer la conversation, pas seulement pour la personne avec qui on parle, mais aussi pour les autres autour, qui sont là pour écouter, qui savent pas comment réagir, etc. Et je pense que là, on peut... Ouais, je vais pas dire que c'est donner l'exemple, mais c'est donner des pistes, quoi. Voilà. Merci Marie. On arrive à la conclusion, donc avec des pistes pour... renouer ou ne pas quitter le dialogue, en tout cas. Vous en aurez d'autres exemples de façon un petit peu moins politique, un peu plus personnelle, dans le numéro d'ANV, que je vous remontre encore une fois, et qui est là, donc, sur la table. Étienne, qui a beaucoup dessiné pour Alternative non violente, a beaucoup dessiné aussi pour ce numéro-là. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot par rapport à ça. C'est difficile, c'est compliqué de dessiner la non-violence et puis de dessiner pour ce numéro-là.
Il se trouve que je suis là par hasard. On manquait de militants pour tenir la table de presse, donc je suis dessinateur de cette revue, donc Alternative non violente, ANV. Je suis dessinateur en règle générale, mais je dessine pour cette revue depuis 30 ans, 35 ans. Voilà, et je vais pas grand-chose à dire, mais vous verrez, mes dessins sont dans la revue. Je sais plus si on avait... Non, c'est pas la peine de les montrer, vous les verrez dans la revue. Non, j'ai rien... Je sais pas pourquoi je viens, mais voilà, je suis dessinateur, et si ça vous plaît, vous verrez mes dessins dedans. J'ai amené aussi une bande dessinée que j'ai faite sur le réchauffement climatique, et... Vraiment, sur le réchauffement climatique, on entend tout le temps ça. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Hein, je découvrais en même temps. Et sur le réchauffement climatique, il y a tout le temps ça, quoi. Tout le temps, moi, donc, qui ai beaucoup travaillé là-dessus. Ah oui. Alors maintenant, c'est moins à remettre en cause le réchauffement climatique, parce que quand même, on a des signes que tout le monde commence à ressentir personnellement. Mais c'est l'origine humaine. C'est maintenant, ça revient tout le temps. Oui, on n'en est pas sûr quand même que ça soit les humains. Bon, on a quand même tous les indices qui nous prouvent que ça vient de nous. Mais bon, il y a toujours ce doute, et c'est usant, vous devez être super bien placé pour voir ça, usant de répéter les mêmes choses, de revenir, mais bon, c'est un peu nécessaire. Voilà, j'ai rien à dire de plus et je vous laisse conclure. Merci Étienne. On va garder quelques minutes si vous voulez poser des questions ou faire part de vos réactions. Ah oui, il y a un micro, génial. C'est bon, on m'entend. Alors déjà, merci pour tous ces éléments super intéressants. Moi, je me posais la question, alors peut-être justement sur la question de l'écologie. À titre personnel, j'essaye de répondre à des commentaires que je vois passer, que je trouve justement un peu pas stupides, parce qu'en effet, c'est des gens qui, comme moi, comme j'aurais pu être. Mais comment on fait en gros pour argumenter face à ces gens-là, surtout sur les réseaux sociaux et compagnie, dans des flux de discussion permanents, et sur des gens qui, pour certaines, ont accumulé un certain nombre de savoirs, alors qu'ils sont du coup biaisés autour de cette question, et qui ont en gros eu un biais de confirmation tellement important que j'ai l'impression, en tout cas, que c'est super compliqué de les faire évoluer sur leur position, et même en leur envoyant des études et tout, je sais pas s'ils les ouvrent quand on leur envoie des preuves, etc. Voilà, comment en fait faire au quotidien quand on n'a pas forcément non plus des heures devant nous. Est-ce que c'est vraiment utile, parce que est-ce que des fois on va pas juste rendre plus visibles ces discours-là, surtout que ça dépend des endroits, mais des fois il va y en avoir 15 autres qui vont débarquer en mode ouais, je suis d'accord, c'est bien un complot, etc. Même s'ils le disent pas comme ça. Voilà, comment s'armer pour chacune. Ouais, je crois que c'est vraiment la question qui m'est la plus posée, et c'est vrai que je la comprends totalement. Et le problème, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de recette magique. Hein. Ça, si je l'avais, je la vendrais bien cher. Mais sur les réseaux sociaux, je vais peut-être dire un mot sur les réseaux sociaux. Hop là. C'est que je pense qu'il y a 2 points d'attention à avoir. D'abord, il faut quand même se préserver. En tout cas, si on milite sur les réseaux sociaux, de manière générale, moi j'ai beaucoup milité sur les réseaux sociaux, alors pas spécialement sur la question de l'écologie, même si j'y suis sensible aussi, mais sur d'autres questions, l'antiracisme, etc. J'ai pu remarquer que c'était hyper important, je vais dire un truc très basique, hein, mais d'être super attentif à l'aspect de notre santé mentale par rapport aux réseaux sociaux. Parce qu'en fait, justement, ce flux continu d'arguments, contre-arguments, etc. qu'on trouve peut vraiment nous affecter très fort au niveau de la santé mentale, et à un moment donné aussi nous conduire à finalement ne plus avoir les bonnes réactions sur les sujets de société sur lesquels on s'exprime de manière générale. C'est-à-dire que ça a été très perceptible, je trouve, pendant le confinement notamment, comme on était tous beaucoup sur nos écrans. Il y avait une espèce de mélange, j'en ai déjà parlé à quelques reprises dans mes conférences pour ceux qui me suivent, mais où à la fois on avait une exacerbation de nos affects, de ce qu'on ressentait, de notre angoisse, et en même temps, sur les réseaux sociaux, on politisait nos affects, comme si tout ça se faisait en même temps, de plus en plus. Donc une fragilisation de notre santé mentale, en même temps qu'on politisait ce qu'on ressentait, quoi. Et ça, je pense que c'est extrêmement délétère. Donc ma première remarque et conseil, c'est attention aux réseaux sociaux.
Je le dis en ayant été une énorme consommatrice des plateformes et en ayant répondu pendant 1000 ans à des commentaires et tout. Je pense qu'il faut savoir notre préservation. Pour les enjeux démocratiques actuels, la préservation de notre santé mentale est un vrai enjeu démocratique. Donc ça, c'est la première chose vraiment sur laquelle j'insiste. La deuxième chose, c'est que je pense quand même, malgré tout, que ça vaut la peine certaines fois de répondre. Je le pense. Pas seulement pour la personne conspirationniste qui a été mettre son petit caca conspirationniste, mais aussi pour toutes celles qui lisent. Parce que je pense que ça, il ne faut pas sous-estimer qu'il y a beaucoup de gens en ligne, et pas seulement en ligne d'ailleurs, en live aussi, hein, qui n'osent pas vraiment s'exprimer sur ces questions, qui ne savent pas toujours comment se positionner. Et pour ces personnes-là, c'est très important de ne pas laisser la parole conspirationniste en roue libre, sans contradiction. Parce que comme on est dans un climat politique extrêmement confus, forcément ça peut être très séduisant pour des gens qui à la base ne se seraient pas tournés vers ça, mais face au manque de contradiction vont se dire ah bah oui, il a peut-être raison après tout. Donc je pense qu'il faut surtout penser à ces personnes-là en fait, aux observateurs, aux gens qui entourent. Alors donc contredire, je pense que ça vaut la peine. Mais la contradiction, et c'est la dernière chose que je dirais, la contradiction, c'est pas seulement, à mon avis, contredire avec des faits, même si c'est important. Par exemple, donner des études, etc. Je pense que c'est important, encore une fois, surtout pour tous ceux qui observent. Mais c'est aussi remettre de la vision politique, j'y reviens toujours. C'est-à-dire pouvoir dire aussi à l'autre ce que tu dis n'est pas exact factuellement, mais en plus c'est problématique politiquement parce que. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Il ne faut absolument pas dépolitiser non plus ce problème. Et j'en parlais hier, au colloque où j'étais hier, j'étais avec William Oduro, je ne sais pas si certains en ont déjà entendu parler, c'est un journaliste des décodeurs justement du Monde. Et lui me disait qu'il parlait énormément avec les conspirationnistes en ligne et que chaque fois qu'il donnait une fake news sur l'Ukraine, par exemple actuellement, il essayait de vraiment leur apporter la bonne information sur le sujet, et que parfois, c'était rare, mais que parfois les conspirationnistes disaient « Ah oui, ok, sur ce point-là, tu as peut-être raison ». Donc je pense quand même que parfois ça vaut la peine, mais je pense que c'est largement insuffisant. Il faut pouvoir aussi dire « En fait, ce que tu dis est problématique parce que… » Typiquement en Ukraine, c'est problématique parce que pour moi, je trouve que c'est problématique de défendre Poutine qui est en train de bombarder des civils, quoi. C'est très basique, tu vas me dire, mais c'est très important. Et là, je parle de la guerre et tout parce que c'est le sujet que je connais bien, mais je pense que c'est applicable exactement de la même manière sur l'écologie. Ma question portait sur, au final, les gens qui étaient aux conférences et qui en venaient à défendre Assad ou Poutine. Quelle était au final leur motivation? Est-ce que c'était une fascination pour des hommes forts, ou si justement ils étaient réellement convaincus que ces gens-là étaient des démocrates et qu'ils étaient innocents et qu'on les attaquait à tort au final? Je pense qu'il y a un mélange de tout ça, mais en fait, leur principale motivation, c'est leur posture anti-système. C'est surtout ça. C'est-à-dire que comme dans leur état d'esprit, ils s'opposent aux politiques, aux médias, qui sont persuadés que nos politiques les mentent, que les politiques mentent, que les médias mentent, etc. Eux, ils se disent, Assad et Poutine, on les présente comme des méchants, mais comme les politiques et les médias mentent, ça veut dire que très certainement, ils ne sont pas si méchants qu'on le dit. Et en fait, la plupart du temps, c'est ça. Donc c'est même pas... Parce que généralement, quand on leur dit oui, mais enfin, c'est quand même des criminels, etc., ils vont même pas totalement le nier, parce que c'est compliqué de nier qu'Assad est un criminel, hein, typiquement. Mais par contre, ils vont dire oui, alors peut-être qu'effectivement, il a commis des crimes, mais quand même, nos gouvernements en ont aussi commis, etc., etc. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, leur enjeu, la plupart du temps, je parle pas des Syriens ici, hein, je parle des Européens qui ont ce genre de discours, leur enjeu, c'est pas Assad et Poutine. Leur enjeu, c'est de critiquer nos démocraties et de dire que nos démocraties mentent et nous manipulent, etc. Et donc, effectivement, dans ce schéma-là, ils peuvent s'imaginer que Assad ou Poutine ou d'autres sont des résistants, en quelque sorte, face à la manipulation. Alors après, il peut y avoir aussi du virilisme, hein, bien sûr. Moi, j'ai rarement rencontré des femmes pro-Assad à mes conférences. Je le glisse comme ça, un petit truc féministe. On prend une dernière question. Oui. Bonjour, merci. Moi, je me questionnais sur les limites entre remettre en question la légitimité d'un gouvernement et justement tomber dans le complotisme. Comment on fait la différence, en fait
pas entre ces deux? C'est une très bonne question. Et là aussi, je donne souvent des petites anecdotes, hein, mais c'est pour illustrer. Là aussi, hier, en discutant avec William Oduro, il y avait un point sur lequel j'étais pas d'accord avec lui. Il disait le complotisme, c'est un imaginaire révolutionnaire. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Je fais une distinction entre la lutte sociale, qui peut être révolutionnaire pour moi. Bon, moi, je suis de gauche, hein, j'ai pas de problème avec la révolution. Vous l'avez bien compris d'ailleurs, je pense à ce que je vous ai dit. Et pour moi, ça n'a rien à voir avec l'antisystème. L'antisystème, donc le complotisme, c'est en fait, comment dire, c'est pas seulement dire, par exemple, le gouvernement fait des choses pas bien, critiquables, etc. Il faut changer de gouvernement, ce qui est totalement une parole acceptable en démocratie et même souhaitable, évidemment. Mais c'est mettre à bas l'institution gouvernementale. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire que c'est vraiment une idée de renversement des institutions démocratiques et surtout, toujours sous le prisme de l'idée qu'ils nous manipulent, qu'ils nous mentent et que c'est au service des intérêts de quelques-uns. Donc ça, c'est très important. C'est toujours se dire, par exemple, la politique de Macron, prenons l'exemple de Macron, qui est hautement critiquable. Le complotiste ne va pas dire il faut changer Macron, il faut que ce soit quelqu'un d'autre de président. Il ne va pas se contenter de dire ça. Il va dire en quelque sorte que de toute façon, que ce soit Macron ou un autre, ils font tous partie de l'élite qui est dirigée en sous-main par je ne sais pas qui, hein, parce que ça change un peu par Bill Gates ou par parce que bon, vous savez les trucs conspirationnistes à ce sujet. Mais donc ça veut dire que eux, c'est un discrédit sur l'institution en elle-même. Et donc, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de réelle volonté de changement politique au sens démocratique du terme. Il y a plutôt une idée de renversement de la démocratie. Et ça, c'est très important parce que quand on parle de révolution, en tout cas avec moi, mon logiciel à moi, de gauchiste démocrate, la révolution, c'est surtout face à des dérives autoritaires et face au pouvoir autoritaire particulièrement. On parle de la Révolution française, c'est la mise à bas d'un pouvoir autoritaire pour instaurer la démocratie. Bon, en Russie, non, on ne va pas dire qu'ils ont instauré la démocratie. Mais enfin, c'était quand même la mise à bas d'un pouvoir autoritaire. Les révolutions arabes, malheureusement, elles n'ont pas vraiment abouti pour la plupart d'entre elles, mais c'était quand même ça l'idée aussi. Par contre, dans nos sociétés, et on peut être vraiment très critique sur nos gouvernements, hein, mais si on met à bas nos institutions, qu'est-ce qu'on met à la place? Quelle est l'alternative à la démocratie? Et ça m'inquiète beaucoup plus. Et moi, ce qui m'a beaucoup inquiété, par exemple, c'est ce qui nous a inquiété, je pense, collectivement, c'est ce qui s'est passé au Capitole, très clairement. Et ça, tu vois, pour moi, ça, c'est la distinction entre la révolution et l'antisystème. C'est qu'au Capitole, qu'est-ce que c'était? C'était des hordes d'extrême droite, hein, soyons clairs, hein, de fachos, de racistes, etc., qui ont remis en cause une élection démocratique, qui ont remis en cause le principe même d'une élection démocratique, qu'on remette en cause une élection en dictature. Comme quand récemment une journaliste qui me disait oui, mais enfin Assad a quand même 90% des voix. Tu dis bon. Donc qu'on remette en cause une élection en dictature, c'est tout à fait sain. Enfin, c'est super courageux. Petite parenthèse, parce que généralement quand on le fait, on se fait tuer en dictature. Mais je veux dire, là, il y a une légitimité pour moi avec mon logiciel à moi. Par contre, remettre en question une élection démocratique, même si c'est quelqu'un qu'on déteste qui est élu, hein, faut quand même bien réfléchir alors à qu'est-ce qu'on met à la place. Si le Capitole avait, heureusement, ils ont échoué au Capitole. Hein. Si ça avait réussi, on n'est quand même pas passé très très loin d'une catastrophe. Hein. Qu'est-ce qu'on mettait à la place, quoi? Parce qu'alors c'est pas seulement Trump qui aurait repris le pouvoir, il n'aurait pas pu reprendre le pouvoir tout seul, donc j'imagine qu'il aurait dû se faire aider de militaires, etc., etc. Et donc là, on tombe dans quelque chose avec une dérive autoritaire très forte. Mais donc voilà, je te donne des repères, mais je sais bien que parfois c'est pas... Par exemple, récemment on me disait oui, mais alors ça veut dire que tu es contre les anarchistes. Je disais non. Ah ben voilà, c'est ça. J'ai dit non, parce que pour moi, en tout cas, je suis pas une spécialiste de l'anarchisme, mais pour moi, si on est anard, mais on est foncièrement contre les dérives autoritaires, forcément. Et donc on n'est pas dans l'antisystème, en tout cas dans le sens où je le définis là maintenant. Alors je sais bien qu'en plus on peut se dire aussi antisystème d'une autre manière, mais je crois que du coup ça vaut la peine de bien réfléchir sur les termes plus que jamais. Enfin voilà, je lance mes idées en vrac.
Merci Marie. On arrive à la fin de notre conférence débat, notre rencontre débat. Merci beaucoup. Je représente ton premier livre, qui est une excellente introduction, selon moi, au complotisme, qui retrace un peu l'historique que tu as fait au départ, et puis qui donne pas mal de choses intéressantes par rapport à la démocratie. Voilà. D'autres pistes aussi, un petit peu dans le numéro d'Alternatives non violentes que vous avez là, notamment sur un petit peu les trajectoires individuelles et puis à quoi correspond en termes personnels, à quel besoin correspond ce besoin d'aller vers le complotisme ou l'antisystème. Donc ça permet aussi une forme de dialogue et de reconnaissance des autres. Et puis aussi l'article de Pascal Tozzi qui nous dit qu'il faut travailler sur les racines de l'appétence au complotisme, et refaire du lien, refaire du récit collectif, comme le disait Marie, refaire du lien, essayer de ne jamais le rompre en tout cas, même avec les personnes qui se radicalisent un petit peu, qui se radicalisent de plus en plus. Voilà, merci d'être là. Marie, tu veux dire le mot de la fin peut-être ? Vous remercier pour votre écoute et remercier aussi pour l'invitation. Et le numéro de Alternatives non violentes, il est vraiment très riche. Je vous le recommande. Il y a plusieurs articles très intéressants. Par ailleurs, j'ai donné aussi un entretien. Je trouve que c'est un beau travail qui a été mené. Donc, je tenais aussi à le dire. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, Non-Violence 21, a une chaîne YouTube aussi où vous pouvez retrouver d'anciennes télécauseries, dont celle de Marie Pelletier également. Merci beaucoup.